présenté par Raphaël Kahn. Tout de suite, la deuxième partie de notre débat, et c'est la principale information de la soirée, c'est ce cessez-le-feu qui a été conclu entre Israël et le Hamas. Cessez-le-feu 8 jours après le début de l'opération israélienne Pilier de la Défense, qui a coûté la vie à près de 150 Palestiniens ainsi qu'à 5 Israéliens, dont un soldat. Une trêve a été négociée au Caire, où Hillary Clinton a rencontré ce mercredi le président égyptien Mohamed Morsi. Après la trêve, à quand la paix? On en parle avec nos invités. Je vous les représente rapidement. Ofer Bronstein, qui est président du Forum pour la paix et la réconciliation au Proche-Orient. John Rossand, qui est ancien correspondant pour Business Week à Paris, spécialiste du Proche et du Moyen-Orient, et qui est le président de Publicis Live. Bernard Guetta, qui est journaliste, spécialiste de géopolitique, qu'on peut entendre tous les matins sur France Inter aux alentours de 8h15 heure de Paris. Et Ahmed El-Kay, qui est le directeur adjoint du pôle arabophone à France 24. Avant de reprendre notre débat, on rejoint tout de suite Mathieu Mabin. Mathieu Mabin, qui est notre envoyé spécial à Gaza. Bonsoir Mathieu. Nous sommes maintenant à un peu moins d'une demi-heure de la trêve, donc qui devrait entrer en vigueur entre le Hamas et Israël. Quelle est la situation ce soir à Gaza? Écoutez, les bombardements ont cessé sur Gaza, en tout cas sur Gazaville, il y a un peu plus d'une heure maintenant. On n'entend plus que le sempiternel survol de la ville par les drones israéliens. Il y a un survol permanent par les drones israéliens et des passages bas de chasseurs F-16. Ces chasseurs F-16 qui ont bombardé Gazaville et le nord de Gaza au cours des 8 derniers jours. La marine israélienne, qui est postée au large des côtes de Gaza, n'a plus tiré depuis un peu plus d'une heure maintenant. Il est très difficile de savoir si cela annonce un cessez-le-feu. Si le cessez-le-feu sera effectif, en tout cas la population de Gaza, les Gazaouis à qui nous avons parlé aujourd'hui, nous disent qu'ils ne croiront ce cessez-le-feu que lorsqu'ils le constateront. Ce qui sera déterminant, c'est la nuit à venir. La nuit dernière a été absolument terrible, la plus violente de ces 8 derniers jours, avec des tirs quasiment permanents sur l'ensemble de la bande de Gaza, et particulièrement concentrés au nord de Gaza et sur Gazaville. Si la nuit prochaine n'essuie aucun tir, si la bande de Gaza n'est pas pilonnée la nuit prochaine, alors ça veut dire que ce a au moins été respecté par les Israéliens. La grande inconnue ne vient pas réellement des Israéliens, mais de la capacité du Hamas à tenir ses troupes et à retenir ses coups. Il faut bien se dire que la branche armée du Hamas, ces derniers jours, a essuyé des coups terribles. L'essentiel des roquettes et des armes détenues par le Hamas ont très probablement été détruits. En tout cas, c'est ce que nous disent les militaires israéliens, c'est ce que nous disaient les militaires israéliens lorsque nous sommes rentrés dans Gaza il y a un peu plus de 48 heures maintenant. Si la branche armée du Hamas arrive à retenir ses coups, alors le cessez-le-feu a une chance de tenir, mais ça n'est pas du tout une certitude. Merci beaucoup Mathieu Mabin, envoyé spécial de France 24 à Gaza. Ici on peut voir, si c'est possible, sur tout l'écran, si c'est possible, ces images en direct de Gaza, parce qu'on n'en a pas toujours des images en direct de Gaza. Vous voyez bien ce soir un calme précaire règne sur Gazaville. Voilà, à moins d'une demi-heure maintenant donc, de cette trêve qui devrait entrer en vigueur entre Israël et le mouvement islamiste Hamas. Je voudrais qu'on revienne sur un autre acteur dans ce conflit israélo-palestinien. Ce sont les États-Unis. Les États-Unis qui ont affiché durant ce conflit un soutien indéfectible, on peut le dire, à Israël. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la chef de la diplomatie américaine, Hillary Clinton. Elle a rencontré mardi soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et voilà ce qu'elle lui a dit. L'engagement américain pour la sécurité d'Israël est solide comme un roc et inébranlable. C'est pourquoi je pense qu'il est essentiel de parvenir à une désescalade de la situation à Gaza. Comment comprendre ce soutien indéfectible des États-Unis vis-à-vis d'Israël et plus précisément de Barack Obama, alors que Benjamin Netanyahou, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas été un allié très fidèle, puisqu'il avait pris très clairement position durant la campagne électorale pour Mitt Romney. Alors pourquoi Obama le soutient de cette manière? Bon, on va voir, mais il y a une vraie continuité dans la politique américaine envers le Moyen-Orient, donc ça ne va pas changer radicalement. Mais pourquoi? Bon, c'est une très longue histoire qui date avant 1948, la création de l'État d'Israël. Donc c'est pendant la guerre froide, etc. Donc on a. Mais ça veut dire qu'on donne carte blanche aux Israéliens, quoi qu'ils fassent?
Bon, ça dépend. Ça dépend. Et le démocrate aussi, le Parti démocrate est très proche. La majorité des juifs américains votent démocrate. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils votent démocrate, non pas pour le soutien, en tout cas c'est les études qui ont été faites, non pas pour le soutien affiché des États-Unis vis-à-vis d'Israël, ils votent démocrate parce que c'est le modèle social, parce qu'ils sont démocrates, c'est le modèle social, le modèle économique qui leur plaît. C'est pas pour le soutien affiché à Israël. Il ne faut pas attendre un grand changement dans la politique américaine. Mais c'est sûr qu'il y a très peu d'amour entre une administration démocrate et le gouvernement israélien droite, vraiment extrême droite. Mais enfin, Braunstein, ce qui m'intéresse, parce que vous dites John Rossant, ça a toujours été comme ça, mais il y a quand même eu une période, et vous l'avez bien connu, Ofer Braunstein, c'est à l'époque de George Bush père, qui avait mis la pression sur Yitzhak Shamir. Vous allez nous raconter. Voilà mon téléphone, téléphonez-moi si vous avez besoin des Américains. Donc les Américains, surtout les Républicains, ce qui est intéressant, ont toujours été beaucoup plus fermes envers Israël que les Américains. Maintenant, les Américains, il ne faut pas se leurrer, ils ne sont pas pro-israéliens. Il faut se calmer. Les Américains sont pro-américains. Et c'est dans l'intérêt des États-Unis d'avoir une base arrière au Moyen-Orient qui s'appelle Israël. Et il y a 60 millions, à part, on parle de la communauté juive, des lobbies juifs, c'est de la connerie. Il y a 60 millions d'évangélistes américains qui sont profondément pro-israéliens. Ça compte, 60 millions. Et j'aimerais citer Obama le 4 juin 2009 au Caire. Et c'est là où il y a une incohérence dans la politique américaine. Vous voulez qu'on l'écoute peut-être, Ofer Braunstein, ça vous évitera de le citer. Ce discours est magnifique. On va l'écouter. C'était donc en juin 2009, Barack Obama, c'était au Caire. Il n'y a pas de doute. La situation du peuple palestinien est intolérable. Les États-Unis ne tourneront pas le dos à l'aspiration légitime des Palestiniens quant à leur dignité et la création de leur propre État. On en est loin du discours du Caire. On en est loin, mais par contre... Non, mais je vais vous dire... Je ne vois pas non plus la contradiction, excusez-moi. Je vais vous dire, Ofer Braunstein, il y a eu une contradiction jusqu'au mois dernier. Parce qu'entre le 4 juin et les dernières élections américaines, les Américains ne se sont pas vraiment impliqués pour réaliser la vision, le rêve, l'aspiration américaine qu'Obama nous a dessinée. Aujourd'hui, c'est un Obama libre qui est président des États-Unis. C'est un Obama qui fait son dernier mandat. C'est un Obama qui veut rentrer dans l'histoire avec un peu de fermeté, avec un peu de détermination. Ils ont les moyens. Les Américains détiennent le chèque pour les Égyptiens, détiennent le chèque pour les Israéliens. L'économie des uns et des autres dépend des Américains. Ils ont les moyens, s'ils le veulent, s'ils sont déterminés, pour imposer une paix permanente entre Israéliens et Palestiniens. Pour pousser les pays arabes à reconnaître une fois pour toutes l'État d'Israël, c'est la paix qui garantira la sécurité de l'État d'Israël. Si Obama veut, Obama peut. Oui. Si Obama veut, Obama peut. Oui, alors je ne vois pas la contradiction il n'est pas tout à fait d'accord, Bernard Guetta. Et le soutien indéfectible à l'État d'Israël et la possibilité de trouver une solution au Proche-Orient. Alors d'autres ont essayé, ils n'y sont pas parvenus. Il y a eu effectivement ce discours du Caire qui a donné un élan positif dans le monde arabe, mais c'est vrai que sur la marge de manœuvre d'Obama, je pense qu'il a juste 2 années. Au bout de 2 ans, la transition va commencer. Et ce qu'il aurait pu faire durant le premier mandat, je ne suis pas sûr qu'il puisse le faire durant une partie du second, parce que ça sera un mandat un peu amputé. Néanmoins, je pense que dire on soutient le droit à Israël à la sécurité et le soutien exprimé par Clinton et Obama n'est pas en contradiction avec la nécessité de trouver une solution au Proche-Orient. C'est pas parce qu'on a un soutien indéfectible à Israël qu'on ne doit pas chercher des solutions au Proche-Orient, parce qu'il y va aussi de la sécurité de toutes les parties. Exactement. Et des intérêts des États-Unis. Oui, mais le problème, je crois, aux États-Unis, c'est que les électeurs, les gens normaux aux États-Unis n'accepteront pas, je crois, une implication du président des États-Unis très forte au Moyen-Orient, parce qu'il y a une économie assez malade aux États-Unis. Je crois que les États-Unis, les électeurs sont un peu nombrilistes maintenant, avec nos propres problèmes aux États-Unis. Et donc, je ne sais pas si un Obama, en deuxième mandat et dernier mandat, serait aussi impliqué qu'une fois était Clinton. Il y a le prix du pétrole, n'oublie pas.
s'il y a une crise avec l'Iran, cette crise déjà on l'a vu ces derniers jours, il y a le prix du pétrole qui a augmenté d'$1. C'est pas beaucoup, mais une crise qui continue, c'est le prix du pétrole qui augmente. Et là, ça fait mal aux Américains, ça fait mal aux Européens, ça fait mal à tout le monde. Donc c'est dans l'intérêt économique aussi des Américains de trouver une solution permanente au Moyen-Orient. Je vais vous faire réagir, Bernard Guetta. Oui. D'abord, une information pour vous dire que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou va donner dans quelques minutes, vous voyez ici les images en direct de Tel Aviv ou Jérusalem, je ne sais pas exactement. Tel Aviv, en direct de Jérusalem, pardonnez-moi, au Premier ministre israélien, donc va donner une conférence de presse dans quelques minutes. Je vais vous donner la parole, Bernard Guetta, donc sur Barack Obama, s'il veut, est-ce qu'il va pouvoir imposer cette paix au Proche-Orient? Mais avant ça, je voudrais qu'on écoute quand même le Premier ministre libanais Najim Mikati, qui nous a donné aujourd'hui une interview exclusive à France 24 et qui, donc interrogé par Marc Perelman, et qui dit que la paix viendra des États-Unis et que Barack Obama doit imposer la paix. On l'écoute. Ce que nous recherchons et ce que nous attendons du prochain mandat de Barack Obama, c'est qu'il impose la paix dans toutes les parties de la région. Et là, le rôle important des pays arabes, c'est de travailler, c'est d'aider et de porter assistance à l'administration d'Obama pour parvenir à une solution pacifique. Voilà, et cette dernière information qu'on vient de me donner, apparemment une roquette a été tirée du sud Liban sur Israël. Voilà ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. C'est en tout cas, c'est de sources libanaises, et vous nous dites, Ahmed El-Kay, que c'est très grave. C'est très grave parce que ça manifeste que nos amis iraniens ne sont pas très contents de la tournure que prend les événements et qu'ils aimeraient bien rallumer le conflit. Je ne pense pas qu'ils y parviendront. Mais il y a un danger. On n'a pas beaucoup parlé de l'Iran, mais il faut savoir que les armes viendraient de l'Iran. Pas viendraient, oubliez le conditionnel, viennent. Les roquettes en pièces détachées viennent d'Iran, donc que l'Iran ne veuille pas de cette trêve est évident. Mais vous savez, pour revenir à Obama, vous sembliez surprise que l'administration américaine, dans cette crise, pendant cette semaine, ait soutenu aussi fermement et clairement, parce que ça a été le cas, la position israélienne. N'oublions pas que si on s'en tient uniquement à l'enchaînement qui a mené à ce dernier épisode, eh bien écoutez, les faits sont là. En l'occurrence, Israël n'était pas l'agresseur, mais l'agressé. Quand je dis ça, je ne veux pas du tout exonérer la politique israélienne depuis 20 ans. Parce que si on en est là, c'est fondamentalement parce que depuis 20 ans, Israël n'a rigoureusement rien fait, et bien au contraire, pour que les accords d'Oslo prennent une réalité. Mais si on s'en tient là à ces 15 derniers jours, eh bien oui, c'est vrai, Israël était l'agressé. Et donc, il est effectivement tout à fait normal que les États-Unis, qui sont un allié d'Israël et réciproquement, etc., aient eu une position aussi claire. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas ce que disait Hillary Clinton comme Barack Obama. Nous soutenons Israël, blablabla, très fermement, etc., etc., et il faut que ça s'arrête. Sous-entendu, et monsieur le Premier ministre, maintenant, arrêtez. Et si vous me passez... Non, ça ne se dit pas dans un micro. Mais enfin, arrêtez, c'est... Et vous entendez ce que je ne veux pas dire. Il y a eu, depuis 3 jours, 4 jours en fait, des pressions concomitantes de l'Égypte qui ne voulait certainement pas se trouver devant une situation de guerre prolongée entre le Hamas et Israël, parce que ça lui aurait posé des problèmes extraordinairement compliqués entre sa base, l'alliance avec les États-Unis, etc., etc. Et donc l'Égypte faisait une pression formidable sur le Hamas, pendant que les États-Unis, derrière les déclarations de soutien indéfectible, etc., comme un roc, disait Mme Clinton, faisaient évidemment des pressions phénoménales sur Netanyahou pour qu'on arrive à cette trêve. Et donc c'est la concomitance de ces deux pressions sur les acteurs qui a permis cette trêve. Mais maintenant, encore une phrase sur la suite. Je crois que si cette trêve tient, si les Iraniens ne font pas exploser le nord d'Israël, etc., ne rouvrent pas un autre front, peut-être qu'une situation, je dirais pas prometteuse, mais un peu meilleure vient de s'ouvrir. Parce que qu'est-ce qui a permis de voir cette crise? De voir à quel point
la situation était catastrophique à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens, de voir à quel point il était nécessaire de tenter de relancer le processus de paix, parce qu'autrement il y a un danger permanent d'embrasement de la région dans lequel l'Iran pourrait tirer ses marrons du feu, sans parler de Bachar el-Assad. Et M. Obama, aujourd'hui, est dans la meilleure des situations pour se retourner vers Netanyahou et lui dire, écoutez, nous avons été... S'il est dans la meilleure des situations, il a une échéance dans 10 jours à New York, à l'ONU, pour l'approuver. Le 29 novembre. Une fois pour toutes, ce qu'avait proposé le président Sarkozy il y a un an au président Abbas, c'est le moment de le faire, reconnaître un État palestinien non membre, demander aux Palestiniens, j'accepte. Je vous applaudis 1000 fois. Que les Américains le fassent. Mais non seulement que les Israéliens le fassent. Ils ne vont pas le faire, les Américains. Ils ont dit que le calendrier n'était pas bon, qu'il vaut mieux attendre les élections législatives. Je vous signale, monsieur, que quand la Palestine est devenue membre de l'UNESCO, les États-Unis, par une loi interne américaine, se sont retirés de l'UNESCO. Ils payent 25% du budget de cette organisation internationale. Donc je ne pense pas que la reconnaissance de l'État palestinien dans le cadre multilatéral puisse forcément encourager la nécessité de négociations bilatérales avec des intermédiaires que seraient l'Égypte et les États-Unis. Et je vais vous dire dans quelles conditions Israël peut reconnaître dans 10 jours un État palestinien. Israël peut reconnaître la Palestine à l'ONU. Ils ne vont pas le faire avant les élections, mais théoriquement ils pourraient le faire si un État arabe, avec les Palestiniens, disent à l'Iran qu'on n'en veut pas de leur nucléaire. Le nucléaire iranien, ce n'est pas le problème des Israéliens, c'est le problème des Saoudiens, des Égyptiens qui le disent. Si les Palestiniens et les Saoudiens disent aux Iraniens « on n'en veut pas de votre nucléaire », je vous garantis que c'est pertinent par rapport aux Israéliens. La deuxième chose, qu'il y ait une déclaration, qu'il y ait un engagement de Mahmoud Abbas, de dire « Israël reconnaît la Palestine à l'ONU. Les Américains reconnaissent la Palestine à l'ONU. Nous, on s'engage à ne pas aller devant. Nous, on s'engage à ne pas aller. C'est une loi interne américaine qui interdit cela. Mais non, mais la loi, ça se change. Nous, on s'engage à ne pas aller devant la Cour pénale internationale. Il faut le temps de changer la loi, monsieur. Au fait, vous avez 1000 fois raison, c'est ce qu'il faudrait, mais ça ne sera pas. Mais néanmoins, je pense... Ça ne sera pas le 29 novembre, ça sera dans un mois, dans un an, ça se fera. Mais attendez, mais je pense que néanmoins, Barack Obama, vote ou pas vote aux Nations Unies sur la reconnaissance de la Palestine, Barack Obama se trouve dans une situation assez bonne, pour ne pas dire excellente, pour dire demain à Benyamin Netanyahou, écoutez, je vous ai soutenu dans l'épreuve comme un roc, etc. Maintenant retour à la table de négociation. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je ne sais pas, on voit ici les images. Donc Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui a démarré donc... victoire, le Hamas va crier victoire, et c'est les Israéliens et les Palestiniens qui sont perdants. Voilà, ça sera le mot de la fin d'Ofer Bronstein. Je ne sais pas si on peut se quitter, si on a encore des images en direct de Gaza, parce que c'est très important. Non, on n'a pas d'image de Gaza. En tout cas, cette trêve conclue entre Israël et le Hamas devrait démarrer d'ici une dizaine de minutes. Reste maintenant à savoir si cette trêve, si ce cessez-le-feu tiendra sur le terrain. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat. Merci.